82% des Français estiment que le gouvernement n'en fait pas assez là-dessus. C'est vrai qu'on avait vu les lois pouvoir d'achat cet été qui avaient fait l'objet d'un certain consensus pour essayer d'améliorer en tout cas les capacités des Français. Mais bien sûr, malgré la parenthèse qu'on a eue, c'est loin d'être suffisant comparé à l'ampleur des augmentations. Et là, on voit aussi qu'on a un gouvernement qui, comme l'a souvent été le gouvernement français, est un peu à contretemps en termes politiques. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est sur une politique qui est plus une politique de la demande, finalement, en venant aider les citoyens à pouvoir payer, à pouvoir finir leur fin de mois avec des chèques, avec des aides, avec une baisse du prix de l'essence, avec les aides qui ont été accordées dans différents domaines. Mais pour réellement pouvoir mettre fin à l'inflation, il faudrait plutôt travailler sur la politique de l'offre, et c'est-à-dire plutôt le côté production. Qu'est-ce que la France est capable de produire pour pouvoir réussir à venir justement faire face aux mécanismes propres à l'inflation et pas simplement, excusez-moi, pas simplement à la fin de mois telle qu'elle est, c'est-à-dire le décalage entre les prix et ce qu'on a dans le... Mais on a pour aujourd'hui, ça va créer la dynamique 20 à 30 000 personnes sociale. Justement qui sont attendues aujourd'hui, c'est beaucoup, c'est pas beaucoup Non, pour la NUPES, c'est pas beaucoup. C'est pas énorme. Quand on voit les grands mouvements sociaux dont les Français sont capables, 20 à 30 000 personnes, c'est assez minime. Et au final, il y a peu de chances que actuellement, un gros mouvement social prenne à l'échelle de la France, au-delà des mouvements engendrés par les syndicats, parce qu'il faut qu'il y ait une responsabilité claire de l'État dans un défaut, où l'État serait mis en défaut par rapport à ses responsabilités pour réellement engendrer la petite étincelle qui fera décoller le tout. Ça, on verra. C'est là-dessus que mise en tout cas le gouvernement, Exact. En espérant que ça ne prenne pas. Exactement, parce que là, les Français considèrent que l'État ne fait pas assez, mais ça ne veut pas dire qu'ils considèrent qu'il fait mal, parce qu'aujourd'hui, on voit aussi que le contexte international, que les voisins ne vont pas forcément mieux, que chez les Britanniques, ça a été catastrophique également. Et donc, tant qu'il n'y a pas cette petite étincelle qui peut être liée à plein de choses, qui peut être liée notamment à des questions d'inégalité de traitement entre les territoires. Ça avait été le cas sur la question des Gilets jaunes, c'était une perception en fait d'un décalage entre une vision centrée parisienne et finalement des territoires qui ont besoin de vivre, qui ont besoin de leur voiture, qui ont besoin de pouvoir circuler. Mais on a souvent pointé du doigt le manque de civisme des Français. Parfois, on le voit, il y a des situations qui sont plutôt sympathiques. Oui, on aime bien se plaindre. On aime bien se plaindre des Français aussi qui se plaignent d'une certaine manière. Mais on voit aussi beaucoup de capacités dans ces moments qui sont difficiles pour tout le monde. Hein. Les gens en ont conscience aussi. Ce qui provoque généralement le conflit, c'est les inégalités. C'est quelqu'un qui va doubler dans la file, etc. Plus que réellement le fait d'être dans la file. Tout le monde est un peu sur les nerfs. Est-ce que les centrales syndicales devraient aussi penser à ces gens-là quand elles lancent des grèves ? C'est toute la question. Au final, on a l'impression que les syndicats sont aujourd'hui en train de remplacer la faiblesse de leur tissu de syndiqués par un rapport de force brutal en prenant en otage la population, les entreprises, les indépendants qui, eux, n'ont pas les mêmes moyens déjà de mobilisation pour défendre des droits et des intérêts qui seraient les mêmes, parce que tous les employés pourraient vouloir aussi une augmentation qui soit à la hauteur de l'inflation. Et derrière, ils n'ont pas les moyens non plus de trésorerie et d'investissement pour pouvoir compenser et pouvoir absorber ce choc-là. Donc c'est vraiment ça qui va créer aussi peut-être la rupture à force, parce que peut-être dans un premier temps, les décalages entre l'augmentation, par exemple, du salaire du PDG de Total a été forcément provoquant et choquant pour une partie de la population, mais à long terme, je pense que les syndicats risquent de se mettre la population à dos très vite. Le risque de contagion, d'embrasement social, il est sérieux, là, aujourd'hui, en France. Est-ce qu'il faut s'attendre à un pays à l'arrêt mardi ? Il faut s'attendre en tout cas à un coup de force. Un coup de force, le pays à l'arrêt, est-ce que ça ne viendra que s'il y a une durabilité en fait, de ces mouvements-là, s'ils s'inscrivent dans le temps et s'ils arrivent à mobiliser largement. Ça veut dire que ce mardi, ça va être un test, en fait. Ça va être un test, ça va être un test pour voir comment ça se mobilise dans les différents secteurs. Est-ce que tous les secteurs se mobilisent ? Est-ce que certains sont absents ou pas ? Parce qu'au final, les revendications, même si le pouvoir d'achat, de toute façon, est susceptible de mobiliser largement, il est aujourd'hui aussi...
très dépendant de chaque situation respective dans chaque secteur. Et là, ça va poser aussi des difficultés pour voir, en effet, est-ce qu'on a certains secteurs qui continuent à fonctionner malgré tout et qui finalement ne sont pas trop touchés. Et dans ce cas-là, peut-être que ce mouvement va assez vite s'essouffler si même il perdure au-delà de cette date clé. On est sur un coup de force. Vous avez le sentiment, là, Marion Pariset, qu'on est finalement otage d'une lutte entre puissances syndicales, finalement ou... On l'est un petit peu, surtout que autant les gens pouvaient comprendre dans le cas initial sur les raffineries, parce qu'il y avait ce qui peut être considéré comme des super profits. Donc il y avait cette dimension. Oui, c'est ça, ces fameux 10 milliards, 10,6 voilà. milliards d'euros de bénéfices là, pour les... Quand on voit la totalité des secteurs qui entendent se mobiliser, on a plein de secteurs qui ne sont pas des secteurs où aujourd'hui il y a eu clairement des super profits. Donc on n'a pas cette même fibre de rééquilibrage, de lutte contre les inégalités qui touche beaucoup aussi les Français, parce que pour le coup, ça mobilise largement. Donc derrière, en effet, il risque d'y avoir plutôt cet effet-là, cet effet politique. Et pour la NUPES, c'est encore plus flagrant, puisqu'il l'avait déjà annoncé dès les législatives. Ils avaient marqué le ton avec les législatives en voulant faire un coup de force, là, une prise en otage pour imposer Jean-Luc Mélenchon comme Premier ministre. Ça n'a pas marché. Ils ont, dès le lendemain des élections législatives, annoncé qu'ils se feraient leur opposition qui est une opposition politique, qui est une opposition parlementaire. En fait, elle ne se limite pas au Parlement et elle entend très bien mobiliser la rue pour faire pression. Et c'est là ce qu'on constate aussi aujourd'hui. C'est inorganisé, c'est désorganisé. Et c'est là où l'État était attendu sur la réquisition dans les raffineries pour assurer le service minimum et derrière sur l'organisation pour les secteurs stratégiques. Alors là, il y a peut-être eu un peu un décalage ou un retard à l'allumage du côté du gouvernement, puisqu'il y a eu des annonces pour dire, bon, s'il n'y a pas d'accord, si on ne va pas plus loin, si ça n'avance pas avec les syndicats, alors on fera la réquisition. Mais derrière, il y a eu des avancées syndicales, certes. Bon, il y a eu des débuts d'annonces sur des dates pour les concertations. Mais le bout de la chaîne organisationnelle sur comment on fait accéder les fonctions stratégiques à ce besoin simplement d'essence, il n'a pas été réglé. On le voit pour les Oui, parce que le gouvernement, comme vous dites, a fait le pari finalement que ça n'allait pas durer. Ça allait se régler par soi-même. Et oui, là, la preuve en est qu'on nous disait que là, en fin de semaine prochaine, normalement, tout est réglé. Oui. Tout va bien, a priori. Sauf qu'on sait qu'il faut au moins 2 semaines après pour que ça retrouve effectivement le rythme normal. Marion Pariset, sur cette question, il faut faire évoluer le droit dans le sens d'un respect plus systématique de la laïcité pour tout le monde ? Ce que M. Taube pointe, en fait, là, c'est la question du modèle de société qu'on veut par rapport à la religion. Aujourd'hui, en gros, on est sur un mix un peu bizarre qui est empreinte au communautarisme qu'on voit en termes religieux dans les pays anglo-saxons, où la religion prend une place assez assumée dans l'espace public à tous les niveaux. Or, ce n'est pas initialement le modèle français, mais on en subit un peu de toute façon cette influence. Et là, c'est plutôt, nous, le modèle d'une laïcité, d'une neutralité dans l'espace public qu'il faut respecter, de ramener la religion à l'espace privé, au choix, à la vie personnelle, plutôt que d'en faire un sujet de tous les jours qui soit prégnant et qui vienne inspirer ou influencer en tout cas la sphère politique et la gestion de la cité, en fait, de manière générale. Et il y a vraiment un sujet, on l'a vu avec l'imam Iqiyoussen, c'était la question, c'est comment on fait prévaloir le principe de laïcité avec toutes ces interconnexions avec les autres valeurs de la République sur la défense de certains droits fondamentaux qui, grâce à la CEDH, permet finalement de venir mettre en suspens des décisions de justice, le droit à la vie familiale, etc., au respect de la vie privée. Ça, c'était problématique parce que normalement, l'atteinte aux valeurs républicaines permet de suspendre ces règles-là. Or, dans le cas de l'imam Iqiyoussen, on a eu un doute, on a eu des difficultés à ce que ça soit clairement annoncé dès le début.